Bonjour, dans cette deuxième capsule, on va aller un petit peu plus loin dans la manière de compter puisqu'on va aborder les notions de concentration molaire et massique. Donc normalement la concentration massique vous la connaissez déjà, probablement peut-être la concentration molaire aussi. Et on aboutira à ce qu'on appellera la loi de Beer-Lambert et au dosage par étalonnage en utilisant la loi de Beer-Lambert. Donc ça sera un petit plus par rapport à ce que vous avez vu l'année dernière. On va commencer par des petits rappels, c'est parti. Ces rappels concerneront donc essentiellement la classe de seconde. Premier rappel, c'est celui de la concentration massique, que l'on va noter Cm pour concentration massique ou T pour titre massique, ce qui veut dire la même chose. Donc, la concentration massique d'un soluté, c'est la masse de soluté dissous par litre de solution. Donc l'année dernière, vous avez dû apprendre à travailler un peu avec les unités, et vous avez obtenu la formule suivante. C'est la masse divisée par le volume. Donc la concentration massique sera toujours en grammes par litre, ce qui implique que la masse devra être en grammes et le volume en litres. On va définir maintenant la concentration molaire, qu'on va noter petit c. Donc la concentration molaire d'un soluté, c'est la quantité de matière par litre de solution. Donc d'après la définition, on arrive assez facilement à l'expression littérale suivante. Petit c, la concentration molaire, c'est le nombre de moles par rapport au nombre de litres. D'accord? Donc voilà les unités. La concentration est en mol par litre, N est en mol et V est en litres. Vous devrez connaître ces deux relations parfaitement. Les deux concentrations qu'on vient de définir sont liées mathématiquement grâce à la masse molaire. Voilà la relation qu'il faudra connaître par cœur. Concentration massique égale à concentration molaire fois la masse molaire. Ou bien encore, la concentration molaire, c'est concentration massique divisée par la masse molaire. À connaître par cœur également. Donc maintenant, on va pouvoir attaquer le chapitre. Dans un premier temps, on va voir comment mesurer la concentration en espèces colorées d'une solution avec une méthode visuelle. On va voir quelles sont les limites et essayer d'aller un peu plus loin pour pouvoir faire une mesure, une réelle mesure de concentration d'une solution colorée. Alors pour la première méthode dite visuelle, on imagine qu'on a pris une solution mère appelée S0 de concentration connue et on a donc fait 4 dilutions donc pour obtenir S1, S2, S3, S4 et 5 de concentration parfaitement connues. Et ensuite on a une autre solution dont on ne connaît pas la concentration et on voudrait faire une estimation de celle-ci. Donc par méthode visuelle en fait on va pouvoir en comparant la couleur de l'échantillon avec la gamme étalon trouver à peu près l'encadrement. Donc là, on peut voir que cette solution elle va être comprise entre la concentration de S3 et de S5 par exemple. Mais ça reste un encadrement. On n'arrive pas à avoir exactement la bonne concentration de la solution. Pour ça, il va falloir passer par une méthode physique plus directe. On va voir. Pour comprendre cette nouvelle méthode, on va d'abord comprendre pourquoi les tubes sont colorés. Alors, je rappelle la situation, on a des tubes de couleur magenta. S'ils sont de couleur magenta et qu'on arrive à les voir, c'est avant tout qu'ils sont éclairés, par exemple par le soleil. Le soleil envoie, je le rappelle, une lumière polychromatique, c'est-à-dire constituée d'un ensemble de longueurs d'onde. Cet ensemble de longueurs d'onde va traverser le tube et ensuite va nous donner ce qu'on appellera la couleur perçue, donc dite magenta. Donc, comment c'est possible ? L'année dernière, vous avez appris qu'il était possible de décomposer la lumière à l'aide d'un prisme. Donc si je mets sur le trajet de la lumière polychromatique un prisme, je vais obtenir ce qu'on appelle un spectre d'émission qui est qualifié de continu. Donc ils font apparaître toutes les longueurs d'onde du visible de la lumière blanche. En résumé, on pourra dire que ce spectre est constitué d'un ensemble de rouge, de vert et de bleu. Une fois que cette radiation polychromatique a traversé le tube AEC, si on redécompose la lumière, on se rend compte qu'il manque un bout du spectre. Regardez, ici, on a une plage noire, ce qui stipule que certaines radiations colorées ont été absorbées par la solution. Il s'agit du vert, ce qui sous-entend que cette solution absorbe le vert. Donc, une solution colorée va se comporter en fait comme un filtre pour l'éclairage par exemple. Pour résumer, si on lui dit que on lui envoie du rouge, du vert et du bleu, autrement dit une lumière polychromatique, eh bien le filtre magenta va absorber le vert et laisser passer les autres radiations, donc un ensemble de rouge et de bleu, ce qui donnera par synthèse additive des couleurs la couleur dite magenta. Donc résumons,
la couleur d'une solution, elle résulte de la superposition des radiations non absorbées. Constatons autre chose sur cette photo. On a, je l'ai expliqué tout à l'heure, ici une gamme étalon, S0 étant la solution la plus concentrée et S5 la moins concentrée. On constate que dans la solution S0, la couleur est quasiment pas perceptible. En fait, la lumière n'arrive pas à traverser, alors que pour S5, la lumière passe tranquillement et nous laisse percevoir la couleur magenta. La solution S0 absorbe quasiment toute la lumière. Il y a donc un lien direct entre l'intensité de la couleur et la concentration en espèces colorées. Donc, s'il nous était possible de quantifier à quel point une longueur d'onde peut être absorbée, on pourrait trouver un lien entre cette absorbance, qu'on notera A, et la concentration en espèces colorées, que l'on notera C. Grand 2, comment quantifier l'absorption? Je vais commencer par vous donner encore une ou deux définitions. Si je reste sur la situation précédente, donc une solution de couleur magenta, donc j'ai ce schéma-là, donc le filtre magenta, et on a vu que la couleur verte était la radiation absorbée. Ici, on va parler de couleur complémentaire, c'est-à-dire que la solution était magenta, sa couleur complémentaire est le vert, et c'est donc elle qui a été absorbée. Si on avait eu une solution par exemple de sulfate de cuivre, donc de couleur relativement cyan, et bien là on constate d'après le schéma que c'est le rouge qui a été absorbé. Donc la couleur complémentaire du cyan, c'est le rouge. Donc là vous allez me dire, oui mais s'il y a 50 couleurs complémentaires, comment on fait pour tout retenir? Heureusement, les physiciens ont pensé à ce problème et ont inventé le cercle chromatique ou étoile chromatique. Cette étoile, elle est super parce qu'elle résume la synthèse additive des couleurs et la complémentarité. Je m'explique. On a vu tout à l'heure que le magenta résultait de la superposition du bleu et du rouge. Donc si je regarde sur l'étoile, le bleu et le rouge sont ici et au milieu, il y a le magenta. Donc on imagine le bleu et le rouge en train de se mélanger et de donner du magenta. On a la même chose pour le jaune, qui serait donc un mélange de rouge et de vert, et pour le cyan, qui serait un mélange de bleu et de vert. Donc là, déjà, on retrouve grâce à cette étoile, ce schéma-là. Ensuite, concernant la complémentarité, tout simplement, on constate que le magenta et le vert sont l'un en face de l'autre sur l'étoile. On sait donc que ce sont des couleurs complémentaires. Et pareil pour le cyan. La couleur complémentaire serait le rouge. Et on constate ici que c'est bien le rouge qui a été absorbé. Donc si vous apprenez cette étoile, les absorptions n'auront plus de secret pour vous. Maintenant que ce vocabulaire est éclairci, on va pouvoir voir quel outil va être utilisé pour mesurer les absorbances et surtout comment régler l'appareil. On va voir que le réglage de la longueur d'onde va être très important. C'est parti. Voici un spectrophotomètre. Son principe de fonctionnement est assez simple. Donc il suffit de placer une cuve avec une solution colorée à l'intérieur et de la lumière va traverser cette cuve. On peut voir ici une intensité initiale notée I0 qui va traverser la solution et ressortir avec une intensité un peu moindre notée I1. Donc très schématiquement pour le fonctionnement, on a une source polychromatique, on va sélectionner avec une fente un petit pinceau de lumière et on va passer par un monochromateur pour régler la longueur d'onde de travail qui devra correspondre du coup à la couleur complémentaire de la couleur perçue. On va détailler ça un tout petit peu après. Ensuite, cette lumière va traverser la cuve et un détecteur va analyser la lumière reçue après avoir traversé. Donc l'appareil sait ce qu'il a envoyé au départ, sait ce qui est absorbé et donc va pouvoir établir un graphique d'absorbance ou de transmittance de la solution colorée. Alors, le choix de la radiation envoyée. J'insiste un instant sur l'utilité du monochromateur. Tout à l'heure, on a parlé du permanganate qui était magenta et on a vu que la couleur complémentaire était le vert. Je dois donc régler mon appareil sur le vert. Mais le problème, c'est que si je regarde mon spectre d'émission de la lumière blanche, le vert il est constitué d'une infinité de longueurs d'onde. Donc moi, il va falloir que je trouve une longueur d'onde qui va bien. Et on va voir ça tout à l'heure. Enfin, tout de suite en fait. Allez, c'est parti. Donc concrètement, en tant qu'utilisateur de l'appareil, on va, pour connaître la longueur d'onde de travail, faire ce qu'on appelle un spectre d'absorbance. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, à part que ça va tracer un graphique. Et on pourra trouver facilement, au maximum d'absorbance, la longueur d'onde dite de travail. Donc en l'occurrence pour une solution de diode ici, 425 nanomètres. Donc chaque solution colorée a ses propres ions qui colorent la solution et du coup aura sa propre longueur d'onde de travail.
Donc pour limiter les incertitudes, lambda max est choisi au maximum d'absorption. Ça, vous devez vraiment le noter et être capable de le dire si on vous demande pourquoi est-ce qu'on a choisi telle longueur d'onde de travail. Ben, c'est cette phrase qu'il faut sortir. Une autre question classique qu'on va vous demander, c'est comment justifier la couleur d'une solution à partir de son spectre d'absorbance. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Quitte à être un peu lourd, j'en rajoute une couche. On va se servir bien sûr de l'étoile chromatique. Je garde l'exemple du diode. Et on voit que, comme c'est le bleu qui est absorbé, eh bien, la solution est bien perçue jaune, puisque c'est la couleur complémentaire du bleu. Voilà, donc vous devez être juste capable de dire ça. Donc, éventuellement, faire aussi le spectre de la lumière blanche avant, le spectre de la lumière après être passé par la solution. Vous devez être capable de faire ce genre de petits exercices, mais on en fera ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant que vous avez compris tous ces principes de base, on va pouvoir passer à l'application. Donc comme application, on peut essayer de déterminer la concentration, par exemple ici en diode, inconnue de cette solution. Donc pour ça, eh bien, on va faire une gamme étalon, donc par dilution. On a S0 de ce côté. On fait toute une gamme étalon par dilution, de manière à bien connaître les concentrations de chaque solution. Et on va pouvoir tracer l'absorbance en fonction de la concentration. Donc on va prendre un petit peu de chaque tube, on va mesurer à chaque fois l'absorbance. Alors évidemment, ça nécessite d'avoir trouvé la longueur d'onde de travail par la méthode que j'ai donnée juste avant. Et ensuite, on va pouvoir placer sur le graphique tous les points. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir modéliser. Alors pour modéliser, je vais trouver la position moyenne de tous les points. Donc c'est-à-dire que vous voyez, je ne cherche pas forcément à passer par tous les points, c'est pas possible. Mais je vais trouver la droite qui permet de flirter avec le maximum de points, quoi. Et ensuite, il va suffire de mesurer l'absorbance de la solution inconnue et de venir la placer tranquillement sur le graphique qu'on viendra de faire. Alors je fais un peu le ménage, j'enlève les points. Et ensuite, par lecture graphique, tranquillement, je vais venir lire la concentration inconnue. Donc la courbe d'étalonnage va permettre de trouver la concentration d'une solution colorée inconnue. Alors une petite remarque supplémentaire sur cette droite d'étalonnage qu'on vient d'obtenir. Remarquez bien la linéarité de cette fonction. Donc on a une proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Donc une droite de type Y égale à AX. Et donc par identification, on peut dire que A est égal à K fois C, K étant le coefficient directeur de la droite. Et on va voir maintenant ce qu'on appelle la loi de Beer-Lambert. On va détailler un petit peu cette loi, c'est la même. Simplement, on va expliciter K. Allez, c'est parti. Maintenant que vous connaissez le lien mathématique entre l'absorbance et la concentration, on va pouvoir aborder ensemble la loi de Beer-Lambert. On a déjà dégrossi pas mal cette loi, puisqu'on a vu la relation de proportionnalité qu'il y avait, et surtout, expérimentalement, on a vu que la relation allait ressembler à A égale K fois C. On peut aller un tout petit peu plus loin en détaillant K, ce qui nous donnerait que A est égal à epsilon de lambda. Epsilon, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'absorption molaire. Il va dépendre de la longueur d'onde utilisée et de l'espèce colorée. Bon, ça évidemment, ce sont des constantes qu'on vous donnerait. Ce qu'il faut retenir, ce sont les unités. L'absorbance, toujours, n'a pas d'unité. La longueur de la cuve est en centimètres, la largeur. La concentration est en mol par litre. Et donc, on retrouve notre coefficient de proportionnalité en litres par mol. Et donc, je précise l'unité du coefficient d'absorption molaire. Bon, essayez de la retenir, sinon on la retrouvera, je vous montrerai comment faire. Donc, c'est du mol moins 1, litre, centimètre moins 1. Voilà pour la loi de Beer-Lambert. Voilà, le cours est terminé. Vous trouverez dans la description, comme la dernière fois, les exercices que vous pourrez regarder en autonomie et ceux à faire en classe avec moi. Allez, à bientôt.